moi je suis... Non, la Convention citoyenne pour le climat, elle a été balayée, les dénis démocratiques s'enchaînent, si c'est vrai, et je suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas, parce que là on peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça, sinon ça va être terrible ce qui se passe, tous les rapports scientifiques vous le disent. C'est vrai que nous avons du mal à réaliser ce qu'est le changement climatique. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée? Le président de la République ne remet pas en question, il ne découvre pas le réchauffement climatique. La question n'est pas de remettre en cause, encore une fois, la compétence scientifique et les alertes des scientifiques. C'est qu'à partir du moment où ça rentre dans le quotidien des Français, de manière extraordinairement brutale, comme ça a été le cas cet été, et quand ça rentre dans le quotidien des Français, y compris en termes de pouvoir d'achat, évidemment, on y est beaucoup plus sensible et on y est beaucoup plus sensible collectivement. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Pourquoi Regardez ça. Pourquoi Non, vous ne faites pas ça. Vous nous menez dans le gouffre des millions. Si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On ne s'arrêtera pas. Il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas respectueux. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Vous avez déjà entendu, monsieur. Vous avez déjà entendu. Monsieur, vous êtes la démonstration. Vous avez déjà entendu. Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique. Pas se substituer. Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots à l'encontre des Français non vaccinés. Mardi, le président de la République, dans un entretien aux Parisiens, a chargé les 5 millions de Français qui n'ont pas encore reçu de dose de vaccin. Je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Je ne peux pas expliquer à des collègues, à vous, qui ont fait l'effort, qui se sont vaccinés, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Par contre, ma conviction, c'est qu'on est... Ils ont fait par obligation, monsieur. Mais par devoir. Beaucoup. Par devoir. Par devoir. Et je pense que dans les prochaines semaines, on va revenir dans une phase normale et qu'on peut y arriver. Et qu'à ce moment-là, on pourra réintégrer. Pour vous, vous êtes vous confirmez que le devoir est au-dessus du droit? Non, je pense que l'un ne vit pas sans l'autre. C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, on était des sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyens. Jamais dit, c'est pas mes formes. Et donc, emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit? Oui, mais je l'ai dit de manière, entre guillemets, affectueuse, parce qu'on m'a dit... D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, si vous le prenez quand vous le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites... Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, monsieur Macron, je ne dis pas... Ça, c'est une insulte. Non, ça, c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, il n'y a pas de violence. Non, c'est pas une violence civique. Vous nous poussez à bout. Tout le blablabla qu'il a débité là. Il est qui? Ce truc-là, est-il digne de parler aux Africains? Il n'a pas d'âme. Donc c'est un objet animé, on ne sait pas quoi. Il peut être animé par des dieux comme Jupiter, par Vulcain. Il peut être animé par des choses étranges à l'intérieur. Il a la forme humaine et il est un homme étrange, c'est-à-dire mal élevé, impoli, arrogant. Là où il passe, il énerve tout le monde. Il dégage la mort. Et quand on le voyait tendu, regardez comment il est tendu, énervé. Il est angoissé. Votre merde que vous avez déversée pendant des années, malgré votre petitesse absolue, votre insignifiance, à tout point de vue, c'est-à-dire que vous ne valez absolument rien. Moi, quand je parle de ce truc-là, je le traite comme il mérite. C'est-à-dire un vaurien, un tintin. C'est-à-dire une nullité absolue quand je parle de lui. Là, pour moi, quand je parle de lui, c'est-à-dire il n'existe pas le truc là. Il n'existe pas, monsieur Macron. On a essayé les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. Tout, vous êtes illégal, monsieur. Mais ne dites pas ça. C'est pas un débat. C'est pas un débat, monsieur. On va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de s'engager. Et on va faire un plan de sobriété aussi, et ce qu'on appelle de délestage, c'est le gaz et l'électricité dont on parle là. Si on ne peut pas avoir plus de production, alors il faut baisser la consommation. Soit on arrive à la baisser ensemble, soit on la baisse de manière forcée
Et ça s'appelle le délestage ou les coupures temporaires. Ce débat est absurde. Les patients qui sont en haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes. On va faire un plan de sobriété aussi, et ce qu'on appelle de délestage. Et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver. On va faire un plan de sobriété aussi, et ce qu'on appelle de délestage. Les scénarios de la peur, pas pour moi. C'est pas un débat, c'est pour vous annoncer qu'on ne se laissera pas faire, on ne peut plus se laisser faire. C'est nos vies qui sont en jeu, monsieur. Moi, je voudrais savoir ce que vous pouvez répondre à cette question quand le corps ne suit plus. Voilà, on est usé, on est fatigué. Je me vois pas aller plus loin. Si je vais plus loin, je crois que je finirai bien avant. Et comme on le dit dans le cercueil, dans les manifestations, voilà. Je crois qu'il y a plusieurs aspects dans cette question, et notamment un des aspects les plus forts dépasse largement le cadre des retraites. C'est la capacité que nous avons les uns les autres à trouver du sens et du plaisir dans le travail que l'on occupe. C'est nos vies qui sont en jeu. Vous n'avez pas le courage et la cohérence d'écouter une réponse, monsieur. Quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. Donc, quel est le cœur de la philosophie? Nous devons travailler plus et plus longtemps. On doit progressivement décaler l'âge de départ légal, obligatoire, jusqu'à 65 ans. Aussi, à compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Il y a le fameux sujet de l'âge légal. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Dans un premier temps, chacun le sait, nous avions envisagé de repousser l'âge légal de la retraite à 65 ans pour équilibrer le système en 2030. Comme le président de la République et moi avons pu le dire à de nombreuses reprises, ces 65 ans n'ont jamais été une fin en soi. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Je veux le dire simplement, pour moi, comme pour Olivier Dussopt qui le défendra au Parlement, ce projet est meilleur qu'il n'était il y a 6 mois. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour 2 raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal, parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui est de créer ce nouveau système par points, qui va remettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système, qui sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie, qui sont parfois très coûteuses et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités qu'on ne sait plus justifier. Et ça, c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux, il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée,
Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Oui, j'espère pour elle d'ailleurs que ça comptera en pénibilité parce que la séquence est compliquée, pas seulement pour Elisabeth Borne, mais pour tout l'exécutif comme le croque Chonu sur Twitter. Parce qu'on touche au totem qui est l'âge légal de départ évidemment, mais ce qui change, vous le disiez, c'est la durée des cotisations, la durée minimale d'une carrière pour toucher pleinement sa retraite. Donc elle se voulait rassurante, Elisabeth Borne, mardi dernier. Personne ne devra travailler 47 ou 48 ans, c'est faux. Nous n'irons pas au-delà des 43 années de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. Alors, personne ne travaillera 48 ans, ça c'est vrai. En revanche, Raquel Garrido et bien d'autres font le calcul si vous avez commencé à 18. Quand l'âge légal du départ sera 64, même avec les 2 ans de remise accordés aux carrières longues, ça donne 62 ans. Le dispositif vous imposerait donc de travailler 44 ans, c'est plus, si vous continuez les maths, que les 43 promis par la Première ministre. Inacceptable, terrible recul social, grince la députée LFI et les jeunes socialistes du Rhône d'enchaîner. On s'attendait à une réforme difficile, voilà une réforme brutale et inhumaine. Il dénonce aussi ces 44 annuités du dispositif carrière longue. Quels sont les arguments du gouvernement pour... des autres pour rejeter ce rallongement des cotisations qui n'est pas agréable, certes, mais inévitable, disent les défenseurs de la réforme. Eh bien, l'espérance de vie, on en parlait, sans incapacité, elle était en 2020 de 65,9 ans pour les femmes et de 64,4 pour les hommes. C'est ce qu'on lit sur le site de l'INSEE. On nous demande donc de bosser jusqu'à la tombe, en déduisent des internautes ou Alan Barth, le dessinateur, vous le voyez. Non, on va pas nous demander, juste les plus pauvres seulement, puisque, autre chiffre qu'on dégaine, l'espérance de vie des ouvriers est bien plus courte que celle des cadres, de 6 à 7 ans. En gros, les 5% les plus pauvres meurent 13 ans plus tôt que les 5% de Français les plus riches. Bref, rien de plus injuste que ce report à 64 ans, tweet le député PS Guillaume Garot, l'ouvrier qui commence à travailler à 20, 44 années de cotisation, quand le cadre qui commence à 23 n'aura pas à le faire le même effort. Non, ça va, parce que cet ouvrier, il pourra partir à 62 ans sur avis médical, lui répond un internaute. On a prévu ces cas, personne ne se fera avoir. Il y a quand même quelqu'un qui en doute et qui pulvérise même cette réforme dans une vidéo qui ressort, un opposant farouche à la réforme. Il s'appelle, écoutez-le, Emmanuel Macron. Pas le Emmanuel Macron d'aujourd'hui, non, l'Emmanuel Macron du 25 avril 2019. On se repasse l'extrait. Il y a le fameux sujet de l'âge légal. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Bon, pour conclure, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, lui aussi, il a des archives qui sont un peu rudes. Il y a quelque temps, il trouvait injuste de passer à 62 ans. C'est légal de départ. Hypocrite, inutile, voilà en effet ce que beaucoup ont eu des mots très durs contre cette réforme. Il tenait en gros le même discours qu'Hidalgo aujourd'hui. Regardez son tweet, la réforme est injuste et brutale car c'est le pacte issu de la résistance qui est attaqué. Pourquoi? Parce qu'une meilleure répartition des richesses aurait permis, sans douleur, de la financer. Et le président des jeunes macronistes a beau lancer en ligne qui peut dire d'une réforme qui prend en compte les carrières longues pour ceux qui travaillent avant 20 ans qu'elle est injuste, eh bien un internaute lui répond, le Conseil d'orientation des retraites. Merci beaucoup Benoît. 1,8 million de retraités auront une revalorisation de leur retraite minimale qui tient compte du nombre d'années travaillées et du salaire. Il manque le chiffre magique de 1 200 €. Mais les 1 200 €, je le dis, je l'ai dit sur votre plateau, c'est une carrière complète au SMIC. Pardonnez-moi, on a beaucoup réécouté. Vous nous disiez prenez les archives. Exactement cela. Vous prenez les archives. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Olivier Véran, je vous cite vous-même. Vous étiez invité le 11 janvier ici à cette place-là. Ouais. Salia Bracléa vous demande le minimum de pension de combien va-t-il être augmenté? Vous répondez, il va être augmenté en moyenne de 100 € par mois. Et là, le chiffre est impressionnant.
2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 euros verront leur retraite Majorée à 1 200 euros brut par mois. Vous venez dire le contraire à l'instant. Je vous dis que vous pouvez aussi trouver peut-être un nombre de fois conséquent où j'ai parlé d'une carrière complète au SMIC. Vous reconnaissez que c'est pas toujours très très clair pour les gens. En fait, la difficulté qu'on a, et vous alliez me poser la question, c'est que factuellement, si on voit, j'ai fait un déplacement en province du côté d'Orchy il y a quelques semaines. Ça vous ressemble. Voilà ce que c'est. Et donc ça ne sert à rien. Je peux vous le dire. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Dans la vie et en politique en particulier, d'abord on décide et après on délibère. Je suis désolé, mais cette réforme est une réforme de merde. Et tout le monde l'a compris. Et en fait, vous pouvez le prendre par tous les bouts que vous voulez. Non mais je vous vois essayer d'expliquer, est-ce que c'est un problème d'incarnation? Est-ce que machin a pas fait de la mauvaise pédagogie à tel moment? En fait, au bout d'un moment, les Français, et d'ailleurs c'était dans le sondage ELAB de cette semaine, les Français ont parfaitement compris la réforme. Ils ont parfaitement compris qu'ils allaient tout y perdre. Et surtout, moi j'ajouterais quelque chose, que historiquement, ça fait 50 ans en fait que année après année, ou quinquennat ou septennat après quinquennat, on perd des conquis sociaux. Donc au bout d'un moment, les Français ils sont là, classe, maintenant c'est bon, on va gagner. Et celle-là, en plus, c'est possible qu'on la gagne. Parce que ça, c'est aussi quelque chose de nouveau qui s'est construit ces derniers 15 jours. C'est qu'il y a 15 jours, on disait, c'est impossible, les Français sont résignés, cette réforme, elle va passer comme une lettre à la poste, comme vous l'avez dit. Et là, tout d'un coup, on est en train de se dire, mais en fait, peut-être qu'on peut gagner. Peut-être qu'on peut les faire reculer, en fait, sur cette réforme, voire peut-être qu'on peut proposer une autre réforme. Par exemple, Vol de Saint-Cyr